Frères et sœurs, le fait de fêter Saint Jean Bosco est peut-être l'occasion pour nous de vérifier, si je puis dire, l'adaptabilité de l'Évangile et la très grande souplesse avec laquelle cet homme a su trouver des solutions dans l'époque et le siècle où il vivait. Saint Jean Bosco est né en 1815 et il va vivre pendant tout le siècle jusqu'en 1888. C'est-à-dire qu'il aura vu une des premières grandes mutations sociales de l'Europe, c'est-à-dire le passage de l'Ancien Régime, puis du régime napoléonien encore très structuré hiérarchiquement, au fait que la société va commencer à promouvoir une sorte d'ordre et de structure économique, et avec toutes les conséquences et toutes les fragilités que cela peut engendrer. En effet, à partir du moment où les rapports sont réglés par l'économie, ce n'est plus nécessairement le rapport humain, la relation humaine dans sa profondeur qui apparaît. Et il est fort à craindre que dans la première moitié du XIXe siècle, on ait considéré que l'éducation, sauf à former une élite, eh bien, l'éducation des enfants n'avait pas beaucoup d'importance. Or, dans l'Ancien Régime, avant la Révolution et avant la transformation de l'Europe à travers les guerres napoléoniennes et tout ça, la conception de l'éducation était essentiellement familiale, locale, villageoise. Les grandes familles pouvaient se payer des précepteurs. C'était le grand luxe, c'était l'idéal, si je puis dire. Ça n'a pas toujours donné des résultats absolument merveilleux, mais enfin, c'était comme ça. Et dans le reste de la société, c'était une société agricole et c'était le village lui-même qui était le lieu éducatif par excellence. Par conséquent, lui on habitait en ville et on avait la chance d'avoir, disons, la possibilité d'avoir des gens qui vous forment, des prêtres, des religieux, des religieuses, des institutions plus ou moins spécialisées. Ça, c'était dans le contexte citadin. Et puis, dans le contexte des villages, c'était le village lui-même, essentiellement les institutions paroissiales, un curé aidé de quelques jeunes filles qui veulent effectivement consacrer leur vie à la jeunesse, qui faisaient, si je puis dire, le terreau de l'éducation. Il est évident qu'à partir du moment où il y a une prévalence de l'économique, du fait d'avoir une société rentable, à ce moment-là, ça crée deux phénomènes. Le premier, c'est celui qui est bien connu, c'est l'exode rural. Or, il faut bien voir ce que voulait dire l'exode rural. Non seulement dans l'exode rural, c'était les adultes qui payaient les pots cassés, parce que on ne se battait pas pour les 35 heures. Je veux dire, à cette époque-là, c'était entre les 50 et 60 heures minimum. Donc, j'allais dire, ce n'était pas du tout ça, mais il fallait que ça rapporte. Mais du coup, les parents qui débarquaient, qui n'avaient aucun repère dans la vie citadine et qui vivaient généralement dans des faubourgs plus ou moins insalubres, eh bien, ils n'avaient pas le temps de s'occuper des gamins. Et donc, un des phénomènes très importants de cette époque-là, j'allais dire, c'est la figure de Gavroche. Le petit titi parisien qui traîne sur les barricades, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, c'était un peu partout, surtout dans des villes très industrialisées. Et c'était le cas de Turin, parce que la royauté de Piémont-Savoie avait la tête près du bonnet et pensait qu'il fallait que la population s'en rapporte. Donc, ils encourageaient beaucoup l'industrie. Et c'est pour ça que Turin était un endroit où se rassemblaient beaucoup de populations qui venaient de la plaine du Pô et qui, à ce moment-là, n'avaient pas le temps de s'occuper des gamins. Et donc, c'est comme ça qu'on assiste à cette espèce d'explosion à cette époque-là, ce n'était pas d'ailleurs de la délinquance, c'était de la misère, tout simplement. C'est-à-dire des enfants qui traînaient dans la rue. Et, bon, les congrégations religieuses commencèrent à se reconstituer, disons, péniblement, parce que, j'allais dire, vivre de la charité de la société bourgeoise à cette époque-là, c'était pas nécessairement facile. Or, il a fallu qu'il y ait quelques-uns dans cette époque-là, dans la première moitié du 19e, et qui ait l'idée
qu'au fond, il fallait créer des milieux éducatifs. On ne pouvait plus compter sur les familles, les pauvres gens étaient en train de travailler comme des dingues dans la mine ou dans les usines. On ne pouvait plus compter sur des institutions aussi bien rodées, etc., parce que même s'il y avait beaucoup de religieux et de religieuses, ça ne suffisait pas. Et donc, parmi tous ceux qui se sont occupés de ce problème de la promotion et de la formation de la jeunesse, il y en a eu l'un ou l'autre qui ont eu des idées assez extraordinaires. Il y en a eu deux, à mon avis, qui sont tout à fait remarquables. Le premier, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui, c'est Saint Jean Bosco. Le second, c'est Timon David. Je ne sais pas s'il est canonisé, en tout cas, je trouve que vraiment il mériterait de l'être, parce que lui aussi, il a eu pratiquement les mêmes idées que Don Bosco. Simplement, il savait moins aller quémander auprès des comtesses du pays de Nice pour avoir des sous pour faire des instituts. Donc, il a dû se contenter des vendeurs d'agrumes à Marseille. Donc, vous voyez le style, c'est des hommes, des prêtres, et qui se sont dit, si on a les jeunes sur les bras, il faut qu'ils deviennent des serviteurs les uns des autres et éducateurs dans le milieu où ils sont, les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que chez les uns comme chez les autres, aussi bien les Timoniens que chez les Salésiens, c'est un peu la même idée. Il faut que le milieu apparemment si démuni, si appauvri, des jeunes, on appelle ça des jeunes, des bandes de quartier, n'est-ce pas? Il faut qu'ils puissent être eux-mêmes les uns pour les autres des serviteurs, au service à la fois humain et puis au service de vivre ensemble l'Évangile. Et c'est ça l'intuition fondamentale de Jean Bosco. Et c'est aussi l'intuition fondamentale de Timon David. Et c'est des gens qui ont vu à ce moment-là, dans la situation même où ils étaient, une situation, il faut bien le dire, sociologiquement et religieusement plutôt sévère et dure, et ça devait être très difficile de s'en sortir, n'est-ce pas? Mais ils ont vu. Alors, ils n'ont pas misé, si je puis dire, c'est pas encore la méritocratie républicaine qui viendra dans la deuxième moitié du siècle avec Jules Ferry et tout ça. C'est plus simple que ça. Ils sont là, abandonnés, ils se débrouillent mal, ils n'ont pas de moyens, ça. On va leur donner ensemble les moyens de construire quelque chose par lequel ils vont être au service les uns des autres. C'est une intuition assez remarquable, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui a porté du fruit. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, je pense, que ce soit les institutions salésiennes, que ce soit les institutions timoniennes pour Marseille, ça a donné un style une sorte de lieu dans lequel, de génération en génération, on se transmet le souci de s'aider à grandir à la fois en humanité et dans la foi. Ce n'était pas du tout, j'allais dire, des instituts dans lesquels ça débordait d'exercices de piété. C'est pas exactement ça. C'était plutôt des maisons dans lesquelles les jeunes gens apprenaient à vivre entre eux. Eh bien, je crois qu'on peut demander aujourd'hui au Seigneur, par l'intercession de Jean Bosco, et puis aussi un peu de Timon David, parce que je ne sais pas comment ils se sont rencontrés là-haut, mais Jean Bosco, évidemment, il a remporté la vedette dans l'affaire. Mais qu'il nous aide, nous aussi, à voir, maintenant qu'on a beaucoup plus de moyens qu'eux, n'est-ce pas, dans les sociétés, mais qu'on ne perde pas de vue ce qui avait été le but fondamental, n'est-ce pas? C'était plus que de l'éducation, c'était plus que de la formation. C'était une certaine manière de s'apprendre les uns les autres à devenir vraiment humains. Et bien, ça fait partie aussi de l'Évangile.